bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. La Révolution allemande, c'est un des événements les plus importants de l'histoire du mouvement ouvrier mondial. C'est un événement qui est extrêmement héroïque. Hein? Les travailleurs allemands et les soldats allemands se sont soulevés pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Mais aussi, c'est un événement extrêmement tragique. La classe ouvrière, elle a eu le pouvoir dans ses mains à plusieurs reprises entre les années 1918 et 1923. Mais malheureusement, à chaque fois qu'elle avait le pouvoir dans ses mains, la direction réformiste qui avait pris la tête du mouvement, eh bien, elle a laissé passer l'occasion, puis elle a essentiellement sauvé le capitalisme allemand de lui-même, de sa propre crise. En Russie, 1917, il existait un parti révolutionnaire, les bolcheviks, comme vous les connaissez, un parti qui était prêt à prendre la direction des mains des réformistes et de mener la révolution à terme. Mais en Allemagne, il n'existait pas de parti comme celui des bolcheviks. Il existait un parti révolutionnaire, le KPD, mais il n'était pas autant forgé dans les idées marxistes que le parti bolchevique l'était. La révolution allemande, elle aurait pu sortir la Russie de son isolement. L'alliance des industries allemandes, l'économie allemande était extrêmement développée, ses forces productives étaient vraiment hautes. Donc, l'alliance de ces industries avec la direction politique des communistes russes, ça aurait pu mener à la création d'une fédération socialiste d'Europe et ce qui aurait essentiellement coupé la tête au capitalisme mondial en 1918. Donc, il y a 100 ans de ça, ça aurait été possible de trancher la tête du capitalisme mondial. En fait, c'était un événement tellement important, la révolution allemande, que Lénine était prêt à sacrifier la révolution russe pour la victoire de la révolution allemande, parce qu'il voyait les conditions d'arriération économique en Russie. Donc, à quoi ressemble cette révolution allemande-là, qui vraiment fait shaker les esprits? En novembre 1918, les marins, ils désarment leurs officiers et prennent contrôle de leurs navires. Le drapeau rouge est hissé sur tous les navires et dans toutes les usines sur terre ferme. Donc, justement, les travailleurs, les ouvriers vont suivre l'exemple de leurs camarades en mer et ils vont créer des conseils de travailleurs et des soldats. Les travailleurs révolutionnaires vont aussi prendre d'assaut les prisons et libérer leurs camarades qui étaient emprisonnés depuis des années pour sédition, en fait, pour avoir combattu la Première Guerre mondiale en Allemagne. Il y a des détachements de travailleurs armés qui patrouillent les rues de Berlin et qui défendent la révolution. Dans toutes les grandes villes, il y a des manifestations de milliers de personnes qui appellent à la destruction du militarisme, à la fin de l'injustice sociale et au renversement de la classe dirigeante allemande. Puis sous cette pression-là immense, sous cette révolution-là qui est en train de se créer, le Kaiser, qui est l'équivalent du tsar en Allemagne, en fait, ça a la même racine étymologique qui revient à César. Donc, le roi allemand est forcé d'abdiquer. Il va s'enfuir, il va abandonner sa propriété, il va s'enfuir aux Pays-Bas, dans un petit château. Et il va être suivi de 27 autres rois et reines et membres de la principauté allemande qui étaient disséminés un peu partout en Allemagne. Une anecdote assez comique, le roi de Wittenberg, en fait, quand il voit les travailleurs arriver à la porte de son château, il va dire « OK, je me rends. Mais s'il vous plaît, je vous supplie, ne hissez pas le drapeau rouge sur mon château. » Et les travailleurs ne l'écouteront pas. La monarchie allemande, elle s'effondre, mais il lui reste une dernière carte dans son jeu. C'est celle de la direction réformiste du Parti social-démocrate allemand, soit le SPD. Le SPD, c'était le plus grand parti socialiste au monde. C'était dirigé par Hébert et Scheidmann, mais ces deux personnes voulaient éviter la révolution à tout prix. En fait, quand la révolution éclate, le prince Max von Baden, qui était un peu un des conseillers du Kaiser, il va voir Hébert et il lui demande, s'il te plaît, Hébert, prends la tête de la révolution. On ne veut pas que ça finisse en révolution bolchevique. Et donc, il va dire, la révolution est à 2 doigts de l'emporter. Nous ne pouvons pas l'écraser, mais nous pouvons peut-être l'étrangler. Si Hébert est déclaré comme le dirigeant du peuple, alors nous aurons une république. Si c'est plutôt Liebknecht, un dirigeant de la Ligue spartakiste, alors ce sera le bolchevisme. On voit vraiment comment la classe dirigeante est en train de shaker dans ses pantalons. Mais comment ça s'est passé? Comment est-ce que le plus grand parti socialiste au monde a pu trahir la révolution et devenir réformiste? En 1912, le SPD, là, donc avant que la guerre éclate, ça faisait 40 ans qu'il était bâti par toutes sortes de militants. Donc, il y avait 90 journaux quotidiens, donc un peu plus que nous. 1,4 million de tirages. Donc, à chaque fois qu'il sortait une édition de son journal quotidien, il y avait 1,4 million de gens qui achetaient ce journal-là. Il y avait 3500 permanents, ce qui est encore une fois un peu plus que nous. Mais on va y arriver, inquiétez-vous pas, camarades.
Et dans de nombreux cas, c'est le SPD qui avait fondé les syndicats les plus importants en Allemagne. Ça va sans doute que 3000 des délégués syndicaux qui existaient en Allemagne, c'était des membres du SPD et supportaient activement le SPD. Même qu'un tiers de l'électorat, donc dites-vous que c'était un électorat là, complètement... c'était pas un vrai électorat démocratique. Je dis vrai électorat démocratique, mais entre guillemets, vous me comprenez. En fait, c'était un système électoral mis en place par le Kaiser, donc c'était aucunement démocratique. Mais même à ça, plus d'un tiers de cet électorat-là supportait le SPD. C'était vraiment le parti le plus enraciné dans la classe ouvrière qu'il existait à ce moment-là. C'était aussi le parti de Marx et Engels, donc ça rajoutait à cette autorité-là que le parti avait chez la classe ouvrière. À ce moment-là, dans les années 1910, c'est Karl Kautsky qui émerge comme le leader théorique du SPD, qui avait lui aussi des liens personnels et politiques importants avec Engels. Mais pendant la Première Guerre mondiale et ensuite en 1918, quand le pouvoir est tombé dans les mains du SPD, ils l'ont tout de suite redonné à la bourgeoisie. Afin de comprendre comment ce processus-là de dégénérescence a pris lieu, je propose qu'on revienne 40 ans en arrière, quand le parti était à ses débuts. Donc, toute idée, elle a une racine matérielle. Dans le cas du réformisme, eh bien, c'était l'expansion du système capitaliste. Comme Vincent nous expliquait tantôt, le capitalisme a des périodes d'expansion et de crise. Eh bien, pendant les années 1880 jusqu'à l'année 1914, il y a eu une expansion gigantesque du système capitaliste mondial et en Allemagne plus particulièrement, en fait. Et ça, en plus de l'écrasement de la Commune de Paris qui avait eu lieu en 1871, ça a fourni une paix sociale à l'Allemagne pour qu'elle puisse développer ses forces productives sans troubles majeurs. Pendant cette période, les travailleurs ils étaient facilement capables d'obtenir des concessions de la classe dirigeante parce que le système économique allait bien. C'était mieux pour la bourgeoisie, dans un sens, d'acheter la paix des classes quand tout va bien, plutôt que de risquer une révolution où elle aurait tout à perdre. Ce phénomène-là d'expansion, ça rappelle beaucoup le boom des 30 Glorieuses. Donc, pendant les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, l'économie s'est aussi énormément développée à cause de la destruction des forces productives en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être difficile à imaginer pour nous, mais au jour le jour, la vie allait quand même bien dans les années 40, 50, 60. C'était facile et même possible, c'était possible et même facile pour la classe ouvrière d'obtenir des gains quand elle allait en grève ou quand il y avait des dirigeants réformistes qui demandaient des gains dans les négociations, par exemple. C'est dans cette période-là qu'on a obtenu des choses comme le système de santé gratuit, l'éducation publique, des bonnes pensions, bref, l'État-providence, comme on nous le vend souvent. C'est dans cet environnement-là d'expansion que le réformisme il se développe. En fait, il développe vraiment cette idée-là qu'on n'a pas besoin de se battre pour la révolution. C'est capable d'obtenir tout ce qu'on veut à travers les petites négociations ou à travers des petites luttes par-ci, par-là. Revenons maintenant à l'Allemagne au début du 20e siècle. Pendant cette croissance-là, il y a une croûte de gens qui s'est formée à la tête du parti, et surtout dans sa direction, en fait, qui était déconnectée des conditions de vie des ouvriers. Quand on pense aux travailleurs moyens, par exemple, à cette époque-là, même si les choses semblaient bien aller au jour le jour, c'était quand même une situation pas très le fun. Tu travaillais des longues heures, 8, 10, 12 heures dans les usines, tu es payé pas très, très bien. Mais tes dirigeants, eux, se rapprochaient de plus en plus des conditions de la bourgeoisie, en fait. C'était des gens qui, dans leur travail, au jour le jour, travaillaient non pas avec les travailleurs, mais plutôt avec leurs collègues bourgeois au Parlement, par exemple. Ils étaient invités à collaborer sur des projets de loi, à voter ensemble sur d'autres projets de loi. Après la job, ils allaient prendre un cocktail avec les bourgeois, discuter politique, j'imagine. Et donc, viennent à voir les bourgeois vraiment plus comme des collègues que comme des ennemis de classe. Ça rappelle un peu le processus qu'on voit aujourd'hui au Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nathalie Picard, qui est la présidente de la FTQ, pendant la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier au Québec, le Front commun de 2023, elle a pris un vol pour aller à Dubaï et discuter de la COP28 avec d'autres capitalistes. Ça donne un exemple là, de cette collaboration de classe crasse qui s'était développée non seulement au Québec, mais aussi en Allemagne pendant ces années-là. Et donc, la conclusion de ces réformistes-là, comme je disais, c'est qu'il ne faut pas se battre pour une révolution, mais juste continuer à faire ces petites réformes-là. Et de toute façon, les bourgeois, ils sont gentils, ils nous donnent les réformes. Fait qu'ils se mettent à voir le boom capitaliste, non pas comme une anomalie, mais vraiment comme un feature permanent du capitalisme. Donc, Bernstein, qui était un intellectuel dans le SPD, lui, il donne un peu une expression organisée ou théorique de ces dirigeants-là bureaucrates. Il va se mettre en tête de réviser le marxisme pour le dépouiller de toutes ses tendances puis ses appels révolutionnaires. Ce qu'il va dire,
c'est que le socialisme peut être atteint de manière graduelle par une lente progression. Il va dire, en fait, une de ces citations que vous connaissez peut-être, c'est « Ce but, quel qu'il soit », en parlant du socialisme, donc « Ce but, quel qu'il soit, ne m'intéresse pas, le mouvement est tout ». Imaginez un dirigeant, un des dirigeants théoriques les plus importants du plus grand parti socialiste qui nous dit, ben, vous savez quoi, le socialisme, finalement, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est les réformes que moi, je gagne pour vous au Parlement. Lui, il va dire tout haut ce que la bureaucratie pense tout bas. Mais cette couche-là, elle lui en veut un peu d'avoir fait ça. En fait, il y en a qui vont lui écrire des lettres après et qui vont lui dire, tu sais, Bernstein, c'était pas la bonne idée de le dire. En fait, c'est plus ce genre de choses qu'on fait plutôt qu'on les dit. Donc, justement, elle trouve son expression, la bureaucratie, dans Bernstein. Mais là, Kardsky, qui était un des autres dirigeants du SPD, ne peut pas laisser ça passer, ce genre d'attaque-là envers le marxisme. Et donc, il va entreprendre quelques attaques aux idées de Bernstein. En fait, Kardsky, lui non plus, n'était pas immunisé à cette pression-là d'expansion du système capitaliste. Puis en fait, quand il va attaquer Bernstein, il ne va pas tant attaquer les idées de Bernstein, mais il va plus s'attaquer au fait que Bernstein remettait en question les idées du SPD. Donc lui aussi, Kardsky était confortable là, dans le milieu qui s'était développé dans le SPD au courant de ces années-là. En fait, la seule révolutionnaire qui a su révéler ce processus-là, c'est Rosa Luxembourg. Et elle a mené un combat important contre les réformistes. Donc, je vous recommande, pour comprendre ces idées, de lire le livre « Réforme sociale ou révolution », qui est un excellent livre qui parle en fait de cette soi-disant opposition qu'il y aurait entre les réformes et la révolution. Dedans, elle explique que c'est en luttant pour les réformes que les travailleurs ils prennent conscience de leur puissance dans la société. Et donc, ça fait développer leur conscience dans une conscience de classe et une conscience révolutionnaire. Donc, pendant cette période-là, c'était pas clair aux yeux de tout le monde que le SPD était en train de dégénérer dans une caricature réformiste. Le SPD se cachait justement derrière cette phraséologie révolutionnaire pendant ces années-là. Ils ne voulaient pas révéler aux yeux de tout le monde qu'il était en train de dégénérer, bien sûr. Et ils vont passer à un congrès, en fait, quelques années avant le début de la Première Guerre mondiale. Le SPD va passer quelques résolutions, en fait, sous la pression de Rosa Luxembourg, même de Lénine. Ils vont dire à leur congrès, « Les guerres sont donc de l'essence du capitalisme et ne cesseront que par la suppression du système capitaliste. Si une guerre menace d'éclater, c'est un devoir de la classe ouvrière dans les pays concernés. C'est un devoir pour leurs représentants dans les parlements, ça c'est quand même important à se rappeler, de faire tous leurs efforts pour empêcher la guerre par tous les moyens. » Mais ça, en fait, c'était vraiment facile pour ces réformistes-là de passer ce genre de résolution-là dans les temps de paix. C'est quand arrive le début de la Première Guerre mondiale que finalement, ils vont trahir toutes les résolutions qu'ils avaient passées dans les années précédentes. En fait, une anecdote que je trouve intéressante que j'ai lue dans la biographie de Lénine, c'est qu'il était présent à un des congrès du SPD. Il avait proposé un amendement révolutionnaire pour clarifier la position du SPD par rapport à la guerre. Et Bebel, qui était un des dirigeants à cette époque-là, lui a dit qu'il devait consulter avec ses avocats pour voir si tout était légal avant de passer cet amendement-là et de le confirmer. Donc là, ça nous met vraiment la puce à l'oreille. Mais bon, on arrive à la Première Guerre mondiale, après ces années d'expansion et de croûte qui se forment sur le dessus du parti. Et puis, c'était le moment pour les socialistes de prouver dans la pratique ce qu'ils disaient depuis des années, que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre impérialiste, menée pour le profit de différents bourgeois, comme l'Allemagne, par exemple. C'était un pays qui était en expansion depuis toutes ces années-là, mais qui était arrivé trop tard sur le marché mondial. Donc, il n'avait pas de colonies, comme la Grande-Bretagne ou la France, par exemple. Puis, elle voulait se faire une place. C'est un peu comme un enfant dans le bac à sable qui arrive après tous les autres enfants. Puis là, il voit un autre qui a un jouet. Puis là, il dit « Ah, moi, je veux ton jouet. » Puis l'autre, il ne veut pas lui donner son jouet. Puis là, finalement, ils se battent. Mais là, l'Allemagne, c'est cet enfant-là. C'est le bébé gâté dans le bac à sable. Donc, c'est ça. La Première Guerre mondiale arrive. Il y a énormément de pression dans la bourgeoisie, mais énormément de pression dans la presse, par exemple, pour que les différents partis ils supportent la Première Guerre mondiale. N'importe quel parti socialiste révolutionnaire de ce nom aurait renoncé à supporter la guerre, un peu comme les bolcheviks l'ont fait en Russie. Mais non, le SPD, il va finir par voter pour le budget de guerre de sa bourgeoisie. Donc, c'est vraiment une trahison là, complètement crasse de la direction du SPD. Ils vont envoyer les travailleurs allemands se battre au front contre les travailleurs français, contre les travailleurs russes, et donc vont abandonner la phrase la plus connue du manifeste du Parti communiste, pas du manifeste du Parti communiste révolutionnaire, mais du manifeste du Parti communiste, qui dit « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Donc, quand Lénine apprend la nouvelle que le SPD avait voté pour les crédits de guerre, il pensait à la base que c'était une forgerie, que l'armée allemande, en fait, voulait démoraliser les différents socialistes et avait envoyé une fake édition du journal. Mais c'était vrai, le SPD avait trahi la guerre.
Donc, pendant que la machine de propagande elle continue à fonctionner, la bourgeoisie est capable de convaincre une partie de la population. Mais comme on voit pendant la Première Guerre mondiale, comme en Russie, par exemple, ce support-là, il ne dure pas longtemps. Rapidement, les contradictions qui avaient été camouflées par la guerre, ben, elles reviennent aux yeux de tout le monde. La lutte des classes commence tranquillement pas vite à reprendre en Allemagne après l'année 1912, après l'année 1914. Les révolutionnaires, eux aussi, commencent à s'organiser. Karl Liebknecht, par exemple, qui était un des dirigeants de la gauche du SPD, un des dirigeants révolutionnaires, il va voter au Parlement contre les budgets de guerre, quelques mois après qu'il ait voté au début, en supportant la discipline du parti du SPD. Et plus tard, Liebknecht il va être arrêté pour ses activités anti-guerre en Allemagne. Rosa et lui, quand ils sont encore en liberté, ils vont former un groupe, le groupe L'International, qui était un peu comme l'embryon d'une aile révolutionnaire dans le SPD. Mais malheureusement, ils n'ont jamais amené cette faction-là à s'organiser un peu comme les bolcheviks l'avaient fait au sein du POSDR en Russie. La classe ouvrière, elle commence à se réveiller, elle aussi, pendant ces années-là. Le 1er mai 1916, donc pour la Journée internationale des travailleurs, il y a 10 000 travailleurs qui sont en grève et qui manifestent à Berlin. Après l'arrestation de Karl Liebknecht, comme je parlais tantôt, il y a 50 000 travailleurs qui se mettent en grève. Puis à Francfort, il y a 30 000 travailleurs qui se mettent en grève aussi contre la guerre explicitement. En 1917, quelques années plus tard, la ration de pain elle passe de 1350 grammes à 450 grammes seulement, ce qui est environ 1/5 de ce qu'un adulte a besoin pour survivre. Et donc, 300 000 femmes vont débarquer dans les rues pour revendiquer des meilleures rations. Ça rappelle beaucoup, en fait, les événements de la Révolution russe de 1917. On voit que ce mood-là révolutionnaire est tranquillement en train de s'installer auprès de la classe ouvrière allemande. Éventuellement, les nouvelles de la Révolution de février en Russie atteignent l'Allemagne. Ça va mettre de la pression sur le SPD, qui, depuis le début de la guerre, supportait la guerre. Il y a vraiment une sorte de colère qui était en train de se créer dans le parti. Tous les travailleurs révolutionnaires, puis les éléments révolutionnaires en général, voulaient créer un parti anti-guerre, un parti révolutionnaire. Et donc, toute cette pression-là va amener à la création du Parti social-démocrate indépendant, ou le USPD. Le USPD, quand il scissionne du SPD, il prend une part assez massive, en fait. Donc, dès sa création, il va avoir environ 120 000 membres. C'est quand même assez gigantesque. Mais c'est un parti qui est, d'une certaine manière, assez contradictoire. À sa tête, il y a des gens comme Kautsky et Bernstein, dont je parlais tantôt, des réformistes finis. Mais il y a aussi une aile gauche à l'intérieur de l'USPD qui est regroupée autour de Rosa Luxembourg et de Liebknecht dans une organisation qu'ils appellent la Ligue spartakiste, qui était nommée après le leader révolutionnaire Spartacus dont on a parlé tantôt. Maintenant, cette aile gauche-là, elle souffrait un peu des mêmes problèmes que le groupe international, c'est-à-dire qu'il n'était pas organisé. Donc, ce groupe-là n'avait pas des branches comme nous, on tient des réunions de cellules. Il n'avait pas un journal. Ils n'avaient aucune manière, en fait, de communiquer ces idées-là de manière conséquente et constante dans l'USPD. Et donc, ils n'avaient pas de faction prête, de faction révolutionnaire prête quand la révolution en 1918 commence. Donc, justement, en 1918, on voit vraiment toutes ces contradictions dont je vous parle depuis tantôt là, émerger encore de manière encore plus puissante. En janvier 1918, au courant du mois, il y a 1 million de travailleurs qui font la grève dans les usines d'armement. C'est pas pour rien, en fait. C'est que pendant cette période-là, Trotsky était à Brest-Litovsk avec l'armée allemande en train de négocier pour une paix juste, une paix sans annexation. Ça a vraiment résonné avec les travailleurs allemands qui, depuis 4 ans, en fait, voyaient leurs camarades se faire envoyer au front et se faire tuer. Et donc, Trotsky, il espère, là, à travers les négociations de Brest-Litovsk, avoir une tribune pour parler aux travailleurs allemands, et ça fonctionne. Puis pendant ce moment-là, l'effort de guerre commence à aller de moins en moins bien. Il y a une offensive qui fonctionne bien au début de l'année 1918, mais après ça, tout arrête de fonctionner. L'armée est en train de se désintégrer, le moral est en train de baisser, on n'a pas les stocks qu'on pensait avoir, on n'est pas capable de se battre contre les Alliés. Et donc, les commandants allemands, ils voient ça puis ils se disent, nous, on veut pas abandonner, capituler devant les Alliés. Et donc, on va préparer un dernier pari pour protéger l'honneur allemand. Ce qui revenait essentiellement à envoyer les forces navales dans une mission suicide dans la mer du Nord, en fait. Ils espéraient pouvoir combattre les Alliés de cette manière-là, mais c'était clairement, en fait, une attaque suicide. Quand les nouvelles atteignent les navires puis les bases des marins,
ces derniers, les marins, ils vont prendre leurs officiers, ils vont les jeter par-dessus bord, littéralement. Et s'ils arrivaient à nager, tant mieux pour eux. S'ils n'arrivaient pas, tant pis pour eux. Donc, la vague révolutionnaire, elle se répand, puis elle atteint rapidement les grandes villes. Et spontanément, en fait, les travailleurs, ils vont prendre les rues. Il y a un spartakiste qui était présent dans la foule à Berlin à ce moment-là. Et en fait, non, c'était pas à Berlin, pardon, c'était dans une petite ville où la révolution elle arrivait. Puis donc, il se promène dans la foule et il voit une vieille madame qui est effrayée, puis qui n'arrête pas de crier: «Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où va le monde?» Puis il y a un jeune ouvrier qui arrive, qui prend la madame par les épaules et lui dit: «Die Revolution, madame.» Et donc, on voit vraiment là, la révolution, là, elle est là, elle est arrivée. Les conseils ouvriers, ils sont mis sur pied, comme je parlais tantôt, le 6 novembre à Hambourg, à Bremen et à Lübeck. Les 7 et 8 novembre, ils sont mis sur pied à Dresden, Leipzig, Francfort, Cologne, Stuttgart, Nuremberg, Munich, etc., etc., etc. En fait, c'est rare de voir une ville en Allemagne où il n'y a pas un conseil ouvrier qui dirige comment les choses fonctionnent. Donc, je parle depuis tantôt d'un conseil ouvrier, mais c'est quoi ça, un conseil ouvrier? C'est quelque chose qu'on voit en fait dans toute grande révolution, qu'on a vu en Russie, par exemple, et donc on a vu aussi pendant la grève générale de 72 au Québec, en fait en embryon. Le conseil ouvrier, c'est l'embryon du pouvoir d'État ouvrier. En temps normal, dans les milieux de travail, dans nos quartiers, dans la politique, c'est les patrons qui prennent les décisions, qui décident qu'est-ce qu'on produit, à quel rythme on le produit, à qui est-ce que ça va aller par la suite. Mais en période révolutionnaire, les travailleurs, ils essayent d'arracher ce pouvoir-là aux patrons. Puis ils essayent en fait ils commencent à décider comment est-ce que les choses vont fonctionner. Donc, ils vont décider dans les usines qui va produire quoi, à quel rythme. En plus de ça, ils vont élire des délégués en démocratie directe, des délégués qui sont révocables et redevables à tout moment. Puis Lénine va parler de ce système-là démocratique, en fait, dans L'État et la Révolution, qui est un excellent livre, d'ailleurs. Donc, ça, comme je disais, ce mouvement-là, ça apparaît non seulement dans la Révolution allemande, mais aussi dans toutes les grandes révolutions. En fait, en russe, le mot soviet veut simplement dire conseil ou assemblée. C'est la même chose, c'était les mêmes conseils qui sont apparus en Allemagne à ce moment-là. Face au conseil, le gouvernement du Kaiser Wilhelm, il va s'effondrer. Puis l'homme à la tête du gouvernement, le prince Max von Baden, il va annoncer l'abdication du Kaiser avant même de l'avoir consulté. Fait que le Kaiser est dans son lit, puis tout le monde n'arrête pas de venir le voir. Ils sont comme là, faudrait t'abdiquer, là. Faudrait que tu donnes le pouvoir. Puis à chaque fois, il dit non, 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 non. Puis à un moment donné, le prince arrive et lui dit: mon roi, vous avez déjà abdiqué. Et la monarchie s'effondre juste comme ça. Il y a un vide qui s'est créé à ce moment-là dans l'appareil d'État. La bourgeoisie, elle cherche à tout prix une façon de diriger la révolution dans des canaux sûrs. Rappelez-vous de la citation que je disais tantôt, en fait. Ils veulent vraiment mettre tous leurs espoirs dans la direction réformiste. C'est justement ce qu'ils vont faire, en fait. Ils vont rentrer en contact avec le SPD, puis ils vont faire tout ce qui est en leur possible pour ramener la révolution, pas dans les conseils ouvriers, mais dans autre chose. Les dirigeants du SPD à ce moment-là, les Hébert, les Scheidman, les Nosk, on va le voir tantôt, en fait, c'est un des architectes de la répression de la révolution allemande. Donc, c'est eux qui étaient à monter à la tête après la création de l'USPD, en fait. Donc, déjà, on voyait qu'il y avait un processus de bureaucratisation du parti dans les années 1880 jusqu'à 1914. Mais dites-vous qu'après la scission du USPD, ce processus-là s'est vraiment accéléré. C'est vraiment un peu comme la crasse qui est remontée à la surface de la piscine. C'est ces gens-là, les Hébert, les Scheidman, les Nosk. Hébert nous dit: si le Kaiser n'abdique pas, la révolution sociale sera inévitable. Je ne la veux pas, car jaillit la révolution comme le péché. Imaginez, le dirigeant du socialisme mondial ou le dirigeant du Parti socialiste le plus grand nous dit qu'il haït la révolution comme le péché. La direction du SPD, en d'autres mots, elle se donne vraiment comme mission de sauver le capitalisme allemand de lui-même. Nosk, dont je vous parlais tantôt, va se rendre à Kiel. Le seul but qu'il avait à Kiel, c'était de calmer les choses. Il voulait annuler la création des conseils ouvriers, vraiment dire aux marins, là s'il vous plaît, là, retournez dans vos navires, là, tout va bien aller, on a ça, c'est nous qui vont s'en occuper. Scheidman, lui, il se promène dans les rues de Berlin, il voit une manifestation, puis il essaie de se cacher, il met sa casquette sur sa tête. Puis là, éventuellement, il y a des travailleurs qui l'aperçoivent, ils sont comme: ah, Scheidman, c'est toi le dirigeant du SPD, t'es notre dirigeant. Donc, ils vont le prendre, puis ils vont le mettre sur ses épaules, puis ils vont le parader à travers la manifestation. Puis Scheidman va dire après ça que c'était l'un des moments les plus terrifiants de sa vie. Donc, ça nous dit tout. Hein. Le SPD, pour mater la révolution, il veut en fait dépouiller les conseils ouvriers de leur pouvoir. C'est comme je disais tantôt, les travailleurs sont en train de s'organiser à travers les conseils ouvriers, puis ils prennent les choses dans leurs mains. Mais le SPD, c'est ce qu'il haïssait le plus.
Il y a vraiment une sorte de haine envers la classe ouvrière, en fait. Pour mater les conseils ouvriers, le SPD, il se dote d'un plan. Il dit, OK, on va créer une assemblée nationale où les partis bourgeois vont pouvoir s'organiser, puis le SPD, nous aussi, on va être là, puis on va un peu contrôler les choses, en fait. Une sorte là, de parlement bourgeois. Hébert, en fait, quand la Révolution arrive et qu'il veut créer cette Assemblée nationale pour calmer la foule, il va s'adresser à la foule de son balcon et il va dire « Chers citoyens, je vous supplie de quitter les rues. Il faut que règne l'ordre et la loi. » Donc, encore une fois, là, c'est citation après citation. Moi, quand je disais le livre là, sur la Révolution allemande, c'est que des citations comme ça, là, où ces dirigeants-là réformistes veulent tout faire pour freiner la Révolution. Donc, pendant ce moment-là, les conseils des soldats et des travailleurs vont se rassembler dans un congrès. En fait, donc, tous les délégués des différents conseils, ils vont se réunir à Berlin. Ils vont être environ 500. Et à l'ordre du jour, ils vont débattre de c'est quoi les prochaines étapes pour la Révolution. Ben, malheureusement, le SPD avait encore une poigne sur la plupart des révolutionnaires en Allemagne à ce moment-là. Ce n'était pas tant clair que c'était un parti qui était en train de travailler la Révolution. Et donc, ils vont écouter leur parti, le SPD. Ils vont supporter publiquement la création de l'Assemblée nationale. À cette conférence, 4/5 des délégués sont membres ou supportent le SPD. Puis ça s'explique par le fait que les masses, elles n'ont pas encore testé les différents partis socialistes qui existaient, le SPD, l'USPD. Les masses, elles n'apprennent pas en lisant le programme de tel ou tel parti, mais plutôt en les testant. Elle apprend par l'expérience. Donc, elle va mettre le SPD au pouvoir et va voir en fait qu'est-ce que le SPD va faire. Ça se comprend aussi parce que, comme je disais, pendant presque 50 ans, le SPD, c'était le parti de la classe ouvrière. Puis le SPD avait gagné des réformes pour les ouvriers. Donc, ils avaient vraiment cette autorité-là auprès d'eux. Et donc, même si les délégués vont supporter la création de l'Assemblée nationale, vont supporter le gouvernement de Hébert, ben, ce n'est pas assez pour Hébert. Ils voient en fait que la convulsion là, est continue partout en Allemagne. Il y a des conseils qui continuent d'apparaître un peu partout. Puis en plus de ça, l'armée s'était dissoute à ce moment-là. Les soldats, soit qu'ils supportaient en fait les conseils, ou ils étaient retournés dans leur province ou dans leur ville pour participer à la création des conseils. Parallèlement à ça, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont en train de gagner de plus en plus d'influence chez la classe ouvrière. Donc, ils rédigent des pamphlets, des journaux. À travers l'X Spartacus, ils essayent de rentrer en contact avec les franges les plus révolutionnaires du mouvement. Ça, Hébert, ça lui fait peur. Parce que là, il voit vraiment un parti révolutionnaire qui ne serait pas capable de contrôler. Donc, je parle des spartakistes depuis tantôt, mais en réalité, ils s'étaient rencontrés au mois de décembre, donc en pleine révolution, pour former le Parti communiste allemand. Du 29 janvier au 1er janvier, donc en plein nouvel an, les communistes, ils se rassemblent, ils vont claquer la porte à l'USPD et ils vont former un parti révolutionnaire de leur côté. Maintenant, en fait, c'était un peu une erreur de quitter l'USPD à ce moment-là. Comme je disais, c'était un parti de masse. Il y avait des dizaines de milliers de travailleurs, en fait, qui auraient pu être gagnés aux idées révolutionnaires. Mais malheureusement, le KPD, c'était le Parti communiste allemand, c'était un parti qu'on pourrait qualifier d'ultra-gauche, donc qui était très impatient. Lénine a beaucoup écrit sur le sujet, mais si vous voulez en prendre plus, je vous recommande de lire le livre La maladie infantile du communisme, l'ultra-gauchisme. En fait, Lénine dédie un chapitre au complet aux communistes de gauche en Allemagne. Et donc, c'est quoi ça l'ultra-gauchisme? C'est quoi ces positions-là sectaires des communistes? Ils reconnaissent les jeunes communistes qui rejoignent le KPD. Ils reconnaissent l'autorité de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, donc vont les élire à leur direction sur les différents comités centrales et comités exécutifs. Mais ils vont s'opposer à toutes les positions de Rosa et de Liebknecht pendant la conférence. Donc, par exemple, le parti va décider de boycotter l'Assemblée nationale et d'inviter les ouvriers révolutionnaires à quitter les syndicats. On va y revenir. À quoi ressemblait la psychologie des jeunes communistes qui étaient là? Parce que c'était surtout ça, en fait, c'était des jeunes communistes qui avaient vu la pourriture du SPD et qui cherchaient une alternative révolutionnaire tout de suite maintenant. Il y a Rosa Léviné-Meyer, qui était une communiste dans le KPD. À ce moment-là, elle nous dit « Comme beaucoup d'autres fervents communistes, je ne connaissais que peu de choses de son programme et je ne me sentais pas tenu d'étudier ses méthodes. Il est surprenant de voir à quel point on ne veut pas savoir quand on ne sait presque rien. » Donc, pensez-y, en pleine révolution, des communistes qui se rassemblent pour débattre sur toutes sortes d'enjeux. En fait, la leçon à retenir de tout ça, c'est que ce travail-là de former une aile révolutionnaire, ça aurait dû se faire 20 ans auparavant, comme les bolcheviks l'avaient fait en Russie, pour que quand la révolution se présente, ils soient prêts à intervenir immédiatement et qu'ils ne soient pas paralysés, en fait, par toutes sortes de débats. Mais donc, la conférence, elle a lieu. Les positions du KPD
sont, comme je disais, le boycott de l'Assemblée nationale et la sortie des syndicats. Puis, ce qui caractérise ces deux positions-là, en fait, c'est que les différents membres du KPD, ben, ils pensaient qu'ils pouvaient faire la révolution sans l'appui actif de toutes les masses de la classe ouvrière. En fait, ils pensaient qu'avec seulement l'avant-garde de la classe, ou même une minorité de l'avant-garde de la classe ouvrière, ben, ils auraient été capables un peu de faire la révolution dans le dos des masses. Mais Rosa, elle voyait la nécessité non seulement d'établir des principes révolutionnaires, mais de gagner la classe ouvrière justement à ces principes révolutionnaires au programme des communistes. Elle dit, la victoire de la Ligue spartakiste ne se situe pas au début, mais à la fin de la Révolution. Elle s'identifie à la victoire des millions d'hommes qui constituent la masse du prolétariat socialiste. Donc, comment les communistes ils auraient pu utiliser le Parlement? Justement, Lénine nous en parle, en fait, dans La maladie infantile du communisme. Il contraste l'expérience des bolcheviks et des communistes allemands. Il ne faut pas oublier, avant d'entrer dans les explications, que l'Assemblée nationale, elle avait été supportée activement par la classe ouvrière. Comme je disais, 4/5 des travailleurs appuyaient la création de l'Assemblée nationale. Donc, c'était naïf de penser qu'on pouvait simplement les ignorer. Les bolcheviks, eux, ont fait du travail dans la Douma, qui était un parlement extrêmement réactionnaire, qui avait été mis sur pied par le tsar lui-même. Donc, ils utilisaient le Parlement un peu comme une tribune, comme une manière de l'exposer, exposer sa nature contre-révolutionnaire à l'intérieur même du Parlement. Puis les communistes allemands auraient pu faire la même chose, en fait. Quand l'Assemblée nationale a été convoquée, ils auraient pu se présenter, exposer les rouages antidémocratiques et contre-révolutionnaires de l'Assemblée nationale aux yeux de tous les travailleurs, puis les gagner à travers une explication patiente, qui était le mot d'ordre de Lénine en 1917, c'était de convaincre patiemment les travailleurs du programme. Mais malheureusement, leur sectarisme les a coupés du reste du mouvement ouvrier. Ça va avoir des impacts plus tard, comme on verra. Comme je disais, non seulement est-ce qu'ils boycottent l'Assemblée nationale, mais ils vont appeler les travailleurs à sortir des syndicats. En fait, ils voient que dans les syndicats, beaucoup des dirigeants de ces syndicats-là, ben, c'est des membres du SPD. C'est des gens qui ont trahi pendant la guerre et qui trahissent maintenant pendant la Révolution. Donc, il y a comme une sorte de réaction émotionnelle qui se fait de dire « Ah, eux, ils nous ont trahis, alors il faut tout de suite sortir, il faut claquer la porte aux syndicats. » Mais pourtant, les syndicats étaient, en fait, les masses entraient de plus en plus dans les syndicats. Donc, ça représentait une opportunité fantastique de créer des cellules dans les syndicats, entrer en dialogue avec les travailleurs, puis côte à côte avec eux, exposer la nature réactionnaire de ces dirigeants, plutôt que de se sortir de la game puis de crier à l'intérieur des syndicats. Pour vous donner des chiffres, là, en novembre 1918, donc juste avant que la Révolution éclate, il y a 1,5 million de travailleurs dans les syndicats. Et en décembre, donc le mois suivant, il y a 2,2 millions de travailleurs organisés dans les syndicats. Et un an plus tard, à la fin de 1919, il y a 7,3 millions. Donc, sortir des syndicats, ça revenait essentiellement à abandonner la classe ouvrière à sa direction réformiste, avec aucune manière de rentrer en dialogue avec eux. Les bolcheviks, tantôt, je vous ai parlé de la Douma, mais en fait, quelque chose d'encore plus surprenant, il existait des syndicats en Russie. En fait, un des premiers syndicats, je ne sais pas si vous le savez, mais a été créé par un chef de police, par Zoubatov, qui avait pour seul et unique but, en fait, d'attraper les révolutionnaires, dire « Ah oui, venez vous organiser dans mon syndicat, inquiétez-vous pas, tout va bien aller », et finalement les attraper. Les bolcheviks auraient pu très bien dire « Ah non, c'est une institution réactionnaire, il ne faut pas y participer », mais ils voyaient qu'il y avait des travailleurs russes qui s'éveillaient à la vie politique et qui rejoignaient les syndicats. Et donc, pour ne pas les abandonner au chef de la police, littéralement, ben, ils ont rejoint ces syndicats réactionnaires, puis ils rentraient quand même en contact avec les travailleurs là-bas. Donc, on voit vraiment la différence entre une approche marxiste, une approche réfléchie, versus une approche émotionnelle que les communistes allemands avaient pris à ce moment. Pour en revenir aux événements de 1918-1919. Le gouvernement de Hébert, comme je disais, il voit la pression, la danger du KPD allemand, puis il veut préparer un plan pour essentiellement couper la tête du mouvement ouvrier. Il va provoquer sa section la plus avancée, donc la section la plus révolutionnaire, qui se situait surtout dans la ville de Berlin. Puis ça va être un bon prétexte pour les réprimer par la suite et couper la tête au mouvement. Ce que Hébert et Nosk vont faire, ça c'est complètement dégueulasse, ils vont en fait coller un meeting avec le commandement de l'armée allemande pour rétablir les forces armées qui s'étaient dissoutes pendant l'année 1918-1919. Ils vont former des régiments ultra-réactionnaires avec le commandement de l'armée. Ces régiments-là sont composés surtout de troupes qui étaient au front en train de se battre contre les bolcheviks, donc vraiment de la racaille anticommuniste. Puis le nom de ces régiments-là, c'est les corps francs, qui vont jouer un rôle, encore une fois, très dégueulasse plus tard dans la Révolution de 1919. En janvier, le président de la police, Eichhorn,
à Berlin, qui surprenamment, en fait, n'était pas un policier, c'était un journaliste de gauche qui, grâce à l'impulsion des conseils ouvriers de soldats, avait été appointé comme chef de la police par les masses de travailleurs à Berlin. Donc, c'est ça la provocation en fait, que le gouvernement de Hébert va mettre en place, c'est qu'ils vont dire non, nous, on enlève Eichhorn, on va mettre un dirigeant de droite à la place. Parallèlement à ça, il y a des posters anti-spartakistes et anti-Rosa qui sont mis dans les rues. Ça me faisait un peu un parallèle comique. C'est comme si QS était au pouvoir et ils appelaient à Radio X d'aller mettre des posters et sortir toutes sortes d'articles dégueulasses contre le PCR à ce moment-là. Donc, les corps francs et Hébert vont mettre des posters avec un prix pour la tête de Radek et de Rosa. Il y avait vraiment comme un mood réactionnaire qui était en train de se créer dans la ville. Puis, comme je disais, c'était clairement une provocation pour ensuite réprimer les communistes. C'est quelque chose qui est équivalent aux journées de juillet en Russie 1917. En fait, c'est le même processus où il y avait une section de la classe ouvrière qui était trop avancée et donc qui va de l'avant, mais sans avoir gagné le reste de la classe ouvrière qui était dans le reste du pays. Puis, en Russie 1917, les bolcheviks se sont mis à la tête du mouvement pour l'empêcher de déborder. Mais les spartakistes, les communistes, en fait, eux, n'étaient pas assez expérimentés à ce moment-là pour réellement saisir la situation. En fait, ils auraient pu se mettre à la tête de la manifestation. Par exemple, là, il y avait une manifestation de 500 000 travailleurs armés dans les rues de Berlin. Ils auraient pu se mettre à la tête de cette manifestation-là, puis ensuite appeler au mouvement de se concentrer sur gagner le plus de travailleurs possible dans le reste du pays. Un peu comme je disais avec le mot d'ordre des bolcheviks, qui était un travail d'explication patiente. Les leaders communistes, ils auraient pu se cacher face à la vague de réactions qui était en train de se préparer. Un peu comme Lénine s'était caché en juillet jusqu'en octobre 1917. En fait, le comité central du Parti bolchevique avait dit à Lénine, là, on te force à aller en exil pour te protéger. Mais les communistes n'avaient pas toute cette expérience-là, toute cette maturité-là que les bolcheviks avaient. Puis ça aurait été possible si, par exemple, Rosa et Liebknecht s'étaient concentrés pendant les 30 ans auparavant pour construire une aile révolutionnaire dans le SPD. Comment les spartakistes répondent à cette provocation-là? Le slogan qu'ils vont mettre de l'avant, ce n'est pas d'expliquer patiemment les idées, mais c'est plutôt « abat le gouvernement de Hébert ». Dans leur journal, le 9 janvier, ils vont dire « Nous devons nous battre jusqu'au bout, en avant vers le combat décisif, prenez les armes, dans les rues, pour la bataille finale, pour la victoire ». Donc, on voit vraiment que les spartakistes, les communistes, pardon, ils sont en train d'embarquer dans cette fièvre-là révolutionnaire qui existe à Berlin. Et donc, les communistes et les travailleurs vont prendre contrôle de certains postes clés dans la ville, un peu essayer une sorte de demi-insurrection. Ils vont occuper, par exemple, les journaux du journal du SPD, le Vorwärts, et vont utiliser ce centre d'impression-là pour imprimer leur propre journal, etc., etc. Pendant ce temps-là, les corps francs qui sont envoyés par Nosk, Nosk, d'ailleurs, à ce moment-là, s'était trouvé le surnom de Bloodhund, ou littéralement le chien sanglant de la Révolution. Donc, Nosk envoie ses corps francs pour bombarder les différents postes qui étaient occupés par les travailleurs. Malheureusement, les travailleurs étaient isolés du reste de l'Allemagne, du reste de la classe ouvrière. La plupart des travailleurs, même à Berlin, ils supportaient plutôt de manière passive le mouvement à la place de manière active. Et donc, rapidement, les corps francs vont l'emporter sur les ouvriers. Puis après une semaine de combat, c'est le début de la terreur blanche à Berlin. Des arrestations sont faites sans procès dans les rues. Des travailleurs sont fusillés, en fait, juste comme ça. Mais le plus dégueulasse, clairement, de la terreur blanche, c'est l'assassinat de Luxembourg et de Liebknecht. L'officier qui était à la charge d'arrêter ces deux révolutionnaires-là et de les amener en prison pour leur procès plus tard, a dit en entrevue quelques années plus tard qu'il avait clairement reçu l'ordre que Luxembourg et Liebknecht ne se rendent jamais à la prison. Donc, on voyait là, comment le SPD avait conspiré avec les corps francs pour couper la tête littéralement au marxisme allemand. Ça va avoir des répercussions sur toute la suite des événements. Parce que Rosa Luxembourg, c'était la seule marxiste en Allemagne à ce moment-là qui aurait été capable de tirer toutes les leçons de la Révolution et de les appliquer à la construction du Parti communiste en Allemagne. Après cet échec-là tragique de la semaine spartakiste, en janvier, le mouvement il va se propager, en fait. Il va se propager au reste de l'Allemagne. Mais c'est un mouvement qui est extrêmement spontané, qui est sans direction claire. Son manque de coordination va permettre à Nosk et au corps franc en fait, de détruire le mouvement ouvrier une ville à la fois. La révolution, à ce moment-là, en 1919, elle baisse la tête, mais ça, c'est pas pour longtemps. En fait, la bourgeoisie, elle se sent renforcée par cette répression-là. Elle est comme, ah, on l'a eu, on a réussi à réprimer la révolution. Mais c'était seulement un creux dans la vague, en fait. Et donc, plus tard, en 1919 et au début des années 1920, ils vont commencer à conspirer, puis ils vont mettre leurs aspirations dans le général Kapp, qui est un général anti-réactionnaire,
pour renverser non seulement les conseils des ouvriers, mais en fait, même la République démocratique bourgeoise qui s'était mise en place à ce moment-là. C'est des éléments qui rappelaient encore une fois le général Kornilov en Russie, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, donc si un camarade veut intervenir là-dessus dans la discussion, je vous invite à le faire. Le SPD commence à trembler, va demander la dissolution des corps francs après qu'ils apprennent les nouvelles que Kapp est en train de se préparer. Et en retour de ça, l'état-major allemand il va juste refuser. Il va dire non, on ne va pas dissoudre les corps francs. Le 13 mars, il y a 12 000 soldats des Freikorps qui entrent à Berlin. Et là, un des dirigeants qui était auparavant les plus à droite dans le mouvement syndical, qui s'appelle Liegin, il appelle à une grève générale. Ça, cette grève générale-là, ça va être un succès là, vraiment immense. Mais les communistes, eux, à la place d'avoir une position où ils font un front uni avec les membres du SPD et de l'USPD contre leur direction, contre le général Kapp, eh bien, ils vont avoir une attitude complètement sectaire. Ce qu'ils vont dire, c'est que c'est un combat entre deux ailes réactionnaires de la bourgeoisie. Donc, on ne comprenait vraiment pas c'était quoi le danger que représentait Kapp et l'opportunité que ça représentait de l'autre côté de parler aux masses de la classe ouvrière. Comme je disais, la grève, c'est un succès majeur. Il n'y a plus rien qui fonctionne à Berlin. Les trams, ils ne transportent pas l'armée. Les imprimeurs n'impriment pas la propagande de l'armée. En fait, les généraux vont se plaindre que les télégraphistes ne relaient pas les ordres qu'ils envoyaient à leurs soldats. Dans la Ruhr, il y a une armée de 80 000 soldats qui est formée, de soldats travailleurs, là, une armée rouge. Sans aucun doute, à ce moment-là, la classe ouvrière était prête à prendre le pouvoir. Cette fois-ci, le mouvement n'était pas confiné à Berlin, comme on a vu dans la semaine spartakiste en janvier. Mais tout le prolétariat d'Allemagne, il se battait contre la contre-révolution de Kapp. Le pouvoir était réellement dans les mains des travailleurs pendant cette grève-là. Mais malheureusement, en fait, la direction du mouvement ouvrier, elle n'était pas à la hauteur. Comme je disais, à cause de ses positions sectaires, le KPD s'était isolé des masses. Il n'était pas capable de s'adresser en fait à l'ensemble de la classe ouvrière, mais seulement une mince partie de son avant-garde. Le résultat de tout ça, c'est que le mouvement en fait se retrouve encore une fois dans les mains du SPD, des Hébert, Scheidman et Nosk dont je vous parlais tantôt, et l'opportunité glisse des doigts des travailleurs. Donc, si je devais conclure, en fait, la seule leçon, ou peut-être pas la seule, mais une des leçons les plus importantes que je tirais de tout ce mouvement-là, en fait, c'est que s'il y avait eu un parti révolutionnaire réellement éduqué dans les idées du marxisme, qui était mené par des marxistes expérimentés, avec une autorité dans le mouvement, bien, les positions sectaires, elles auraient pu être évitées et le KPD aurait peut-être pu avoir l'oreille des masses en 1920. Malheureusement, ce travail-là de construction du parti, il n'a pas été fait en avance. Et avec l'assassinat de Rosa Luxembourg et beaucoup d'autres militants marxistes, bien, le poursuivre, c'était franchement très difficile. Fait que la leçon, là, comme je disais, à retenir des événements de 1918, 1919 et 1920, c'est qu'une fois que la révolution est commencée, c'est trop tard pour improviser une direction révolutionnaire. Le travail d'éducation doit être fait avant, mais surtout les éléments de l'avant-garde doivent être unis dans une seule et même organisation, avec le bon programme, avec les bonnes perspectives. C'est ce que les bolcheviks ont fait en Russie. C'est ça qui leur a permis de prendre le pouvoir en 1917. Donc, la défaite de la Révolution allemande de 1918-1920, c'est une grande tragédie, mais la défaite, elle n'était pas en vain. C'est à nous d'apprendre les leçons de ce mouvement-là et c'est à nous de reprendre le travail que Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht ont commencé, celui de construire un parti communiste révolutionnaire. Je finirai ma présentation avec les derniers mots de Rosa Luxembourg, écrits avant son assassinat, après l'échec de la révolte spartakiste. Elle dit « La direction a été défaillante, mais on peut et on doit instaurer une direction nouvelle, une direction qui émane des masses et que les masses choisissent. Les masses constituent l'élément décisif, le roc sur lequel on bâtira la victoire finale de la Révolution. Les masses ont été à la hauteur de leur tâche. Elles ont fait de cette défaite un maillon dans la série des défaites historiques qui constituent la fierté et la force du socialisme international. Et voilà pourquoi la victoire fleurira sur le sol de cette défaite. Dès demain, la Révolution se dressera de nouveau avec fracas, proclamant à son de trompe « J'étais, je suis et je serai ». De Montréal à Toronto, vers le Colombie, notre